Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents parmi nous malgré les conditions assez spéciales. Donc, merci pour les premiers intervenants là, qui nous ont parlé, qui nous ont rassurés sur le secteur du tourisme, puisqu'on retient optimisme, super, et innovation. On a entendu tous, innovation à tous les échelons et à toutes les échelles, donc ce qui est rassurant. Parce qu'en fait, ces innovations vont se traduire par des emplois, que ce soit des emplois neufs, qui n'existent pas aujourd'hui, ou des emplois qui existent, mais qui vont s'adapter aux nouveaux enjeux et aux nouveaux contextes. Et donc, pour ces emplois, on a des besoins de formation. Et c'est l'objet de la deuxième table ronde qu'on va animer avec Joël. Donc, la formation comme source, comme outil, comme levier de la relance économique de la région. On va essayer de s'interroger à travers les intervenants sur l'impact de cette crise sanitaire sur l'enseignement et la formation. Quels sont les moyens, les outils, les leviers d'innovation qui ont été mis en place et comment ils voient l'avenir en fait de la formation et donc indirectement de l'emploi. On va procéder de la même façon hein, puisque on a 7 intervenants, mais je pense qu'il y en a un qui n'est pas présent. On va faire on va organiser la table ronde en 2 temps. T'as un mot à dire ou j'appelle? Non, on va commencer par la partie professionnelle, on va dire. On va appeler Thierry Autier, président de la CCI. Ça marche pas? Ah si, ça marche. Il faut que je sois plus près. On va appeler ensuite Yann Rivière, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et enfin, on va appeler Laurent Copin. Ah, il n'est pas là. On va appeler Laurent Copin, directeur de Pôle emploi de Charente-Maritime. Et peut-être pour compléter et équilibrer, je vais demander à Marie-Christine Bernal, directrice de la formation CFA de la Gore, de rejoindre le panel. Merci. Alors, on vous a demandé de répondre à 3 questions que vous avez. On va demander peut-être à Thierry Autier de commencer à faire un bilan de l'impact de la crise sur les entreprises charentaises. Un petit micro, s'il vous plaît. Merci. Oui, donc ce qu'on peut préciser quand même, c'est, on l'a vu avec la table ronde précédente, une des industries les plus importantes de la Charente-Maritime, c'est le tourisme. Donc la vie des entreprises rochelaises est également rythmée par le tourisme. Comme toutes les régions de France, nous avons été impactés fortement par le Covid en mars et avril. Et comme ça a été dit juste avant, on a eu une très très bonne saison entre juillet et août, qui a permis de récupérer une partie des pertes des premiers mois. Même certains restaurateurs me disaient dernièrement qu'ils ont quasiment balayé les pertes du printemps. Sauf que maintenant, il y a la deuxième partie qui arrive aussi, donc c'est vraiment à la fin de la crise qu'on pourra compter les problèmes et les disparitions d'entreprises, parce que malheureusement, il y en aura. Donc globalement, le secteur local, on est quand même protégé par rapport, ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs, par rapport à d'autres régions de France. On est quand même assez protégé au niveau de la Charente-Maritime et du bassin d'emploi, bassin économique de La Rochelle. Des secteurs sont quand même très très impactés, ça a été dit également tout à l'heure, tout ce qui est traiteur, tout ce qui touche l'événementiel. Les croisières, évidemment, on n'a aucun bateau de croisière qui est arrivé. Il y a quand même une vingtaine d'escales croisières avec 3 à 4 000 passagers à chaque fois. Donc ça joue énormément pour le commerce. Donc voilà, donc le tableau n'est pas beau à dépeindre. Mais je dirais, comme Jean-Baptiste Dagréou tout à l'heure, il y a pire. Et on a quand même pas loin des 75% de chiffre d'affaires qui ont été faits. Donc il vaut mieux regarder le côté positif, la bouteille aux 3/4 pleine que la bouteille à moitié vide. Donc c'était la première question, je pense. Si je pousse un peu plus le raisonnement et dépasser le cadre de la crise du Covid-19, qui est une crise effectivement impactante,
Mais même avant la crise, il y a quand même une réflexion, il y a des changements pour que la formation et les emplois et puis l'économie globalement deviennent de plus en plus verte et raisonnée. Est-ce que au niveau de la région, ou en tout cas au niveau de la CCI, vous avez observé pendant, avant et même après cette crise des métiers, des emplois, des entreprises, des investissements qui sont dans cette logique du développement durable pour relancer la croissance et l'activité? Alors, ce que je disais tout à l'heure en mot de bienvenue, il y a longtemps qu'on prône le côté vert de l'entreprise, le verdissement de l'entreprise, la RSE, qui englobe l'environnemental et l'environnement, pour que les entreprises le prennent en compte dans leur développement. Mais ce qu'on a connu aussi avant la crise du Covid, depuis plusieurs mois, depuis quasiment un an avant, c'était un manque de main-d'œuvre important. Donc les entreprises cherchaient d'abord des compétences dans leurs entreprises avant de chercher du verdissement des emplois, c'est évident. Il y a des priorités à respecter et il faut avancer pas à pas vers cette nouvelle économie. Donc on a essayé d'accompagner les entreprises d'abord pour trouver les salariés. Il y a eu à La Rochelle un grand mouvement qui avait été lancé par les Assises de l'emploi ou qui a mis autour de la table tous les centres de formation, Pôle emploi, tous les intervenants sur l'emploi se sont réunis et c'était une des grandes réussites. Mais on le fait souvent à La Rochelle, c'est beaucoup, on fait tous ensemble et comme ça on avance beaucoup mieux. Et le fait de se mettre autour de la table permettait de trouver des solutions. Il y a le MEDEF, la CPME, enfin tout le monde était réuni et on a commencé à balayer pour créer des emplois. Évidemment, je dis tout le temps en plaisantant, quand j'entends les politiques dire oui, à La Rochelle, on a créé tant d'emplois. Non, ce sont les entreprises qui ont créé les emplois, ce ne sont pas les politiques. Mais le fait de s'être mis autour de la table a permis de libérer, de communiquer et de pouvoir lever les freins qui empêchaient ces emplois. Donc, par contre, oui, concernant la partie verdissement, non, on ne l'a pas. Mais ce vers quoi on fait, nous, notamment en Chambre de commerce, mais la Chambre des métiers, c'est exactement pareil. On a la chance d'avoir des pépites en matière de formation, que ce soit le CFA qui est juste à côté. Nous, c'est le CIPECMA, dont le président est dans la salle, qui font ce qu'on demande aux entreprises, qui sont très agiles pour réagir, pour former les gens en fonction des besoins des entreprises. Et ça, c'est primordial. Si on a un secteur d'activité, bon, par exemple, avec l'hôtellerie de plein air, on travaille avec l'hôtellerie de plein air. On a vu tout à l'heure, Jean-Baptiste est parti, mais le CIPECMA travaille avec l'hôtellerie de plein air pour accompagner cette transition énergétique faite dans cette activité-là. Et l'objectif, c'est non seulement d'accompagner, nous, au niveau de la Chambre, on essaye d'inspirer les entreprises vers une modification de leur trajectoire, aller plus dans une prise en compte de l'environnement. Et on a après les organismes de formation qui, eux, le prennent en compte dans leur formation de base auprès des salariés, des futurs salariés. Et surtout, ce qui est important dans les formations que nous sommes en train que nous donnons aux apprenants, c'est qu'on leur apprend surtout à savoir apprendre et savoir s'adapter en permanence dans leur vie professionnelle. On sait que quand on sort d'une formation, on ne connaît pas tout, on est bon dans quelque part, mais on sait qu'on a toujours besoin de progresser et de pouvoir s'adapter aux nouveaux métiers de l'entreprise, parce qu'il y a des métiers qui évoluent tous les jours. Merci Thierry pour cette intervention. Une question à M. Copin. Est-ce que pour nous éclaircir un peu plus, est-ce que vous pouvez nous faire un tableau, un résumé, une présentation chiffrée si c'est possible, de la situation de l'emploi de la région ou de la ville, je ne sais pas quel est le périmètre sur lequel vous agissez, avant Covid, pendant Covid, et puis je vous poserai la question sur l'avenir. Oui, volontiers, oui. Bonjour à tous. La situation en quelques chiffres, sans vous en abreuver, parce que je sais que c'est souvent un peu rébarbatif, mais il faut aussi fixer les choses. Déjà, moi, je ne suis pas un pronostiqueur, donc les impacts de la crise, ils restent malheureusement potentiellement encore à venir, dans un sens ou dans un autre. Moi, je peux vous donner une situation à date, en quelques chiffres. 16 700 demandeurs d'emploi sur la communauté d'agglomération, sur la zone de compétence. Tous les chiffres que je donne là sont sur la zone qui nous occupe. 16 700, c'est 5,9% de plus qu'il y a un an. Alors il y a plusieurs façons de le voir. Une façon évidemment négative, difficile de ne pas voir une hausse du chômage de 5,9% comme quelque chose de négatif.
d'autant plus que la tendance depuis plusieurs années était évidemment à l'inverse, chacun le sait. En même temps, ça n'est pas un raz-de-marée. À aujourd'hui, c'est une augmentation significative. Ça n'est pas extrêmement spectaculaire. Ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, dans ces demandeurs d'emploi, dont il y a, comme vous le savez, il y a suffisamment de polémiques ou de discussions autour de ça, plusieurs catégories, il y en a quand même une proportion qui ne travaille pas du tout, qui est plus importante qu'avant le Covid. On distingue les personnes qui ne travaillent pas du tout de celles qui travaillent à temps partiel ou en intérim ou en contrat à durée déterminée. L'autre point un peu inquiétant, à fin août, c'est que cette augmentation elle a été de 13,5% pour les jeunes. Donc les jeunes semblent être la population qui paye le plus lourd tribut sur les impacts de la crise tels qu'ils sont à aujourd'hui, ce qui va induire sans doute notre action après. Autre point de repère, depuis le début de l'année, les offres d'emploi sont moins nombreuses à hauteur de moins 26% d'offres d'emploi. Depuis juin, les choses sont reparties sur des volumétries identiques à celles de 2019. C'est moins 26%, c'est simplement ces 3 mois maudits, je dirais, de mars, avril, mai, où toutes les entreprises ont cessé, ont gelé quasiment toutes leurs procédures de recrutement. Et ça se traduit aussi sur les embauches. Parce que nous, on a une vision très partielle à Pôle emploi des offres d'emploi. On regarde essentiellement celles qui nous sont confiées, mais on sait très bien qu'il en est d'autres. Donc on regarde aussi les déclarations uniques d'embauche, les DPAE. Et là, c'est moins 19%. Donc c'est une proportion d'embauche en baisse à peu près similaire à celle de nos offres. Et puis, puisqu'on va parler formation, j'ai regardé aussi quelques données sur les parcours de formation des demandeurs d'emploi. En 2019, on avait fait 2600 parcours de formation. Tout financeur confondu, hein, je ne parle pas que de financement Pôle emploi, parce que je sais en plus que Pierre-Marie est dans la salle et qu'il ne manquerait pas de le rappeler à la table ronde suivante, Pierre-Marie Roy du Conseil régional. Donc 2600 parcours en 2019, c'était 11% de plus qu'en 2018, donc on était sur une tendance à développer le développement de compétences, si je puis dire. Là, on est sur les 7 premiers mois de l'année à moins 36%, là aussi, bien sûr, un stop à ces dettes, dont on rattrapera sans doute une partie sur les derniers mois de l'année de l'automne, mais sans certitude sur le fait de le rattraper totalement. Donc voilà, en quelques chiffres, brosser un petit peu le tableau si c'était votre attente. Merci beaucoup pour ces chiffres globaux et généraux. Si on essaye de creuser un peu plus ces chiffres, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les secteurs qui ont été le plus impactés, qui ont perdu le plus d'emplois et en parallèle, est-ce que, en fait, la question que je vous posais, est-ce que les secteurs pour lesquels qui ont perdu beaucoup d'emplois est parallèle aux formations qui ont été demandées ou que vous avez assurées? Parce qu'à un moment, tous ces secteurs recrutaient avant la crise. Ouais. Donc, comme c'est des secteurs qui recrutent, donc forcément, vous avez accompagné des gens dans des formations et de l'accompagnement pour monter d'expertise ou tout simplement de formation. Je vais essayer de répondre. Déjà en disant que la hausse du chômage, aujourd'hui, ce ne sont pas pour l'essentiel des ruptures de contrat de travail. Quasiment pas. Ce sont des non-embauches. Hein. Ce sont des personnes dont on n'a pas renouvelé le contrat ou dont on n'a pas renouvelé la mission d'intérim. Et ça, c'est dans tous les secteurs, hein, l'industrie, le commerce, la logistique, etc. Donc ce sont des personnes dont on n'a pas renouvelé le contrat ou ce sont des personnes que l'on n'a pas embauchées alors qu'on avait prévu de le faire. L'exemple type, c'est l'hôtellerie-restauration qui, bien sûr, a réduit la voilure très considérablement, bien que la saison ait eu lieu. Réduit la voilure en volume d'embauche et réduit la voilure en durée de contrat. Donc aujourd'hui, la hausse du chômage, c'est ça. Ce ne sont pas des vastes plans de licenciement. D'ailleurs, sauf bien sûr à la marge, il y en a, hein, mais il n'y a pas de grande vague de licenciements parce que les entreprises parviennent à trouver d'autres solutions et aussi parce que les dispositifs de type activité partielle ont grandement contribué à ça. Donc aujourd'hui, on n'a pas ce flux que vous évoquez. J'espère qu'il n'arrivera pas. Et concernant les formations, je dirais que ça n'a pas changé grand-chose à date. Ça a permis sans doute à certains secteurs d'activité qui peinaient à recruter de n'avoir plus le problème, mais ça ne veut pas dire que le problème de fond ait été solutionné en termes de développement de compétences.
Parfait, merci. Et donc, en termes de perspectives d'avenir, quelles sont les procédures, les outils que vous mettez en place justement pour accompagner les secteurs porteurs, notamment de la région, et Ouais. quels sont ces secteurs que vous voyez porteurs? Parce que je fais juste une parenthèse, moi j'aurais voulu poser la question au secteur du tourisme, mais peut-être que vous pourriez me répondre. Aujourd'hui, on monte du doigt justement la deuxième vague du Covid qui arrive, on l'appelle deuxième vague ou montée, ou etc. Parce que justement les Français sont partis en vacances. Enfin, une partie de l'explication se trouverait là-dedans. Donc, est-ce que ce n'est pas un risque supplémentaire par rapport à tout ce que vous faites comme effort pour accompagner, pour relancer, pour... Sans doute, mais le pire, c'est de ne rien faire, de ne pas agir, hein. Aujourd'hui, on est en situation de mettre en place un volet essentiel du plan de relance. C'est le plan jeune. Je vous le disais, ce sont les populations les plus menacées par la hausse du chômage. D'ailleurs, on la constate déjà. Donc là, on s'engage avec nos partenaires dans un plan jeune extrêmement dynamique, extrêmement actif. Alors, je ne vais pas le détailler là, mais il y a une multiplication des aides financières incitatives aux embauches de jeunes, que ce soit en alternance ou par des embauches plus traditionnelles. On renforce nos dispositifs d'accompagnement sur les jeunes. On va offrir à partir de la semaine prochaine, avec nos partenaires bien sûr, plus de 100 000 places de formation qualifiantes ou préqualifiantes aux jeunes. Donc vraiment, la focale est énormément sur les jeunes. Pour former vers quoi ? Je serais tenté de dire pour former dans différents domaines, comme ça a été évoqué par le représentant de l'hôtellerie de plein air, par exemple. L'après-Covid, le monde d'après, il n'est pas complètement différent du monde d'avant. La Rochelle continuera d'être au bord de l'Atlantique après la crise, donc on aura toujours besoin de personnes dans l'hôtellerie de plein air, dans l'hôtellerie-restauration, dans l'hébergement. On va sûrement, comme l'évoquait monsieur, continuer d'y construire des bateaux. Et puis on va continuer d'y soigner les gens, parce que malheureusement, le sujet est sur la table et il est sur les postes de télé tous les soirs. Donc on va déjà continuer à former dans ces métiers-là qui correspondent au secteur prégnant de l'activité. Et puis après, il y a dans le plan de relance énormément d'ambition en termes de rénovation énergétique des bâtiments privés, des bâtiments publics, des logements sociaux. Donc ça générera sûrement énormément de besoins en émergence dans les métiers de l'isolation, de l'éclairage, de l'accessibilité des bâtiments, bref, du bâtiment au sens large. Et là, je suis tout sauf spécialiste pour en parler, mais il faudra qu'on travaille fortement avec la profession pour essayer de renforcer notre capacité à adresser des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Donc voilà, et puis on pourrait aussi éventuellement parler du numérique dont l'essor se poursuit. Et je serais tenté de dire que sur le numérique, on évoque souvent les nouveaux métiers. Les nouveaux métiers, c'est une très bonne chose et en général, le dispositif de formation universitaire fait ça très bien, former au niveau des métiers du numérique. Il faut aussi qu'on pense à tous ces métiers qui sont un peu bousculés par l'émergence du numérique. Moi, dans mon boulot, j'ai évidemment besoin du numérique. J'ai la chance d'avoir toujours quelqu'un pour m'expliquer quand je ne sais pas faire. Mais qui explique aux demandeurs d'emploi, qui perd ses compétences en étant inemployé? Donc, je pense qu'on a aussi des sujets autour du développement de compétences dans le domaine du numérique. Voilà. Ok, merci. C'est une belle transition pour donner la parole à Madame Bernal, qui va nous expliquer d'abord un bilan de l'impact du Covid sur un centre de formation tel que le vôtre, et puis après nous donner quelques perspectives. Le nettoyage arrive. Merci. Tout d'abord, je voulais excuser Yann Rivière, président de la Chambre de métier, qui ne pouvait pas être là cet après-midi. Alors, l'impact Covid, effectivement, dans un centre de formation, en particulier un centre de formation qui travaille sur les métiers, avec des ateliers, des laboratoires, des instituts, ce n'est pas tout à fait le même impact qu'un centre de formation qui travaille dans le supérieur, où on a surtout l'outil informatique comme outil principal. C'est effectivement, nous avons été amenés à travailler, à mettre en œuvre très très rapidement une continuité pédagogique avec nos apprentis pendant cette crise et avec nos stagiaires, puisque nous faisons aussi de la formation pour les demandeurs d'emploi.
dans un délai extrêmement court avec des conditions qui nécessitaient un accompagnement quotidien et avec tous les outils que nous avons pu développer à ce moment-là. Fort heureusement, nous avons la chance d'avoir des enseignants qui sont tous équipés et qui ont travaillé sur des outils qui leur ont permis de transmettre effectivement leurs cours à leur classe et continuer à animer par des visioconférences effectivement toute la partie plus transverse de la formation. Mais le côté pratique n'a pas forcément, bien sûr, été travaillé de la même façon. Il faut quand même souligner que sur les métiers que nous représentons, donc les métiers de bouche, les métiers de la maintenance, les métiers du bâtiment, les métiers de la vente, l'esthétique, la coiffure, on avait quand même à peu près 60% de nos apprentis qui étaient toujours en activité. Bien évidemment, on a continué à nourrir les gens, donc tous les métiers de bouche étaient en activité, hormis l'hôtellerie-restauration. Les métiers du bâtiment, une partie de ces métiers-là étaient en activité, toute la maintenance thermique, voilà. Les métiers de la mécanique aussi, en partie, étaient en activité. Et ceux de la vente alimentaire, bien évidemment. Hein. Donc, nous avons des apprentis qui ont été, je dirais, au front pendant cette période de confinement et qui ont quelquefois remplacé même des salariés qui, eux, étaient en garde d'enfants et ils ont énormément travaillé. Alors, cette période nous a bien sûr permis de nous poser aussi sur nos pratiques et de travailler aussi sur une projection à venir, mais je ne suis pas le seul centre de formation ici représenté. Mais en tout cas, la nécessité effectivement d'accompagner, vous le disiez très justement, sur les compétences numériques, non seulement les enseignants, mais aussi les jeunes qui sont relativement habiles, on a pu le constater bien sûr avec un smartphone, mais n'ont pas toujours les compétences nécessaires pour travailler à distance et utiliser des outils professionnels. Donc, ça fait partie effectivement des besoins et des projections et des projets qu'il faut mettre en œuvre. Voilà. Après, comme vous avez pu le dire aussi tout à l'heure, la crise du Covid n'a pas impacté, je dirais, autant qu'on pouvait l'imaginer, les entreprises, ni leur volonté de recruter des jeunes, puisqu'on a une rentrée qui est tout à fait satisfaisante, qui est même positive. On avait tous imaginé d'avoir une baisse de 20% de nos effectifs. Et or, aujourd'hui, on est plutôt sur des chiffres en hausse sur tous les métiers. Alors, on s'en réjouit parce qu'on se dit que finalement, si les entreprises recrutent des alternants, c'est qu'ils ont confiance, c'est qu'ils ont aussi des perspectives d'assurer aussi du travail à ces jeunes. Et qu'on prépare du coup, par ce biais, les compétences de demain. Ce qui est important en période, même si on a peut-être une deuxième vague qui va arriver avec peut-être des difficultés dans les entreprises, il faut aussi préparer les compétences qui seront nécessaires quand, je dirais, les planètes vont s'aligner complètement. Ok, merci. Donc le Covid, une sorte d'opportunité. Est-ce qu'il y a des filières qui se dessinent où les besoins s'accroissent et d'autres éventuellement où les besoins se réduisent? Alors on a des effectifs cette année extrêmement positifs dans les métiers de la maintenance automobile. Alors c'est une filière qui effectivement voit aussi sa démographie impactée par beaucoup de départs en retraite et donc un appel important de renouvellement de compétences. Les métiers de bouche on a la chance d'être sur, effectivement, ça a été souligné par tous les acteurs, sur un territoire où l'artisanat est quand même très, très fort, des métiers de proximité, donc les métiers de bouche fonctionnent très bien, se développent. Donc boulanger, pâtissier, boucher, on recherche encore des bouchers, on a plein d'entreprises qui sont à la recherche de candidats en boucherie, charcutier. Donc voilà, la pâtisserie fonctionne très bien parce que la télévision nous a beaucoup aidés. mais en tout cas, voilà, il y a des secteurs qui se maintiennent et qui sont des métiers de proximité qui ne sont pas des métiers délocalisables. Donc on a cette chance-là.
Les métiers de Thierry. l'hôtellerie-restauration ont fait, effectivement, ça a été souligné, un été plutôt correct, mais ont recruté aussi des apprentis. Peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas pu avoir aussi autant de saisonniers que prévu, on ne sait pas, mais en tout cas, les chiffres sont là. Ok, merci. Thierry, tu veux rajouter un mot? C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de tourisme, mais il y a une filière industrielle locale qui est très prospère. Notamment, la remarque sur l'automobile est très intéressante. Hein. C'est un marché assez paradoxal où le marché a chuté de 70%. Et malgré tout, de 20-30%, malgré tout, on a vu une augmentation de la vente des véhicules électriques de près de 70%. Donc ça redéfinit un certain nombre de périmètres en termes de compétences, on imagine. Thierry, c'est à toi. Oui, tout à l'heure, je parlais de bouteilles à moitié pleines ou à moitié vides, donc je suis plutôt optimiste. Mais je pense qu'il faut quand même donner un tableau réaliste de l'actualité. C'est qu'actuellement, la plupart des entreprises vont bien et grâce aux aides qui ont été versées depuis le début de l'année, enfin depuis le début de la crise, avec des accompagnements sur les charges sociales, charges fiscales, etc., qui vont devoir être remboursés sur 1, 2 ou 3 ans. De même que les prêts garantis par l'État qui ont été versés vont être remboursés immédiatement ou sur 5 ans éventuellement, ou alors ça peut être transformé en prêt participatif, mais ce n'est pas encore décidé. Donc il y a quand même pour le moment, ça va bien, mais on est près du précipice, quoi. C'est celui qui arrive et c'est le dernier pas, c'est le pas suivant qui peut être catastrophique. Et c'est là où il faut qu'on soit très très vigilants tous, et c'est le rôle des chambres consulaires évidemment, que ce soit la chambre d'artisanat et des métiers, et puis la chambre de commerce et la chambre d'agriculture également. Il faut qu'on soit prêt pour accompagner toutes ces entreprises qui vont avoir de grandes difficultés pour certaines. Tout à l'heure, on parlait des emplois des jeunes, évidemment, qui ont été bien pénalisés, notamment tous les jeunes étudiants qui cherchent des emplois l'été pour se payer leurs études sur l'année suivante, qui n'ont pas trouvé d'emploi cet été, qui n'ont pas forcément d'emploi cette année également pour payer leurs études. Ça pose de gros problèmes pour cette catégorie de personnes. Et ce que j'ai pris conscience la semaine dernière également, c'est que dans les destructions d'emplois, parce que quand je fais le tour des entreprises au niveau de la chambre de commerce, je fais régulièrement des réunions, il n'y a pas de plan de licenciement, il n'y a pas de licenciement comme ça. La plupart des entreprises conservent leurs emplois, mais ces emplois qu'ils ne créent pas. Et c'est également beaucoup de destruction d'emplois dans les TTPE, les très très petites entreprises, notamment les auto-entrepreneurs ou les entreprises avec une seule personne, notamment dans la création, etc. Où là, ce sont des gens qui tombent et malheureusement qui perdent tout du jour au lendemain. Et ce n'est pas malheureux les 1 500 € qui vont les sauver. Ce sont des drames qui sont en train de se vivre dans certaines entreprises. Voilà juste ce que je voulais dire. Puis il y a également dans un secteur d'activité, alors qui est lié également dans le schéma de ce qu'on vit aujourd'hui, de ce qu'on parle aujourd'hui, au niveau environnemental, c'est tout ce qui touche l'aéronautique. L'industrie aéronautique est très très touchée actuellement. Et on voit l'évolution qui va. Les aides de cette industrie vont être distribuées à condition qu'il y ait des améliorations environnementales pour moins de consommation. Bon, après, ça va être évidemment les avions à hydrogène et autres derrière, mais ce n'est pas encore pour demain. Donc là, c'est un secteur qui va être impacté encore pendant un bon bout de temps parce que il est marqué au fer rouge. Quand on dit on va arrêter toutes les lignes intérieures qui peuvent être concurrencées par le train à moins de 2 heures de train, mais ça fait vraiment des effets énormes sur l'industrie aéronautique. Alors à La Rochelle, on n'est pas touché, Rochefort l'est un peu plus, et puis le sud de la Nouvelle-Aquitaine encore plus, quoi. Tout ce que je voulais rajouter. Ok, merci de ces précisions. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un petit mot? Le temps passe, donc on va être obligé de passer à la deuxième partie de l'atelier. Je vais appeler... Merci à vous trois.